parce que vous nous avez toujours fait confiance, direct parce que vous nous avez toujours suivis en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, vous que nous suivez dans le monde via Canal Plus au 346. Et grand parce que nous recevons toujours des grandes figures qui commentent, qui critiquent, qui analysent et qui débattent même autour de grandes questions d'actualité. Et ce jour, nous recevons les grandes figures. Il s'agit de John Kolela, député honoraire UDPS, cette figure connue qui devra échanger avec nous, qui en face de lui, sauf imprévu, nous recevrons Dieudonné Mouchagaloucha, qui est coordonnateur du panel des experts de la société civile. La question qui reste pendante et suspecte qui fait débat, c'est encore cette agression rwandaise qui a... Le Rwanda qui agresse la RDC via le M23. Le chef de l'État a appelé à une mobilisation générale du répondant. Il y en a eu des réactions par-ci, par-là, des manifestations pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais entre-temps, le balai diplomatique, il y en a eu aussi. Les Kenyans, l'ancien président Uhuru, dans le mur congolais, il va tenter de consulter les forces locales. Est-ce pour convaincre d'un dialogue avec le mouvement rebelle, le M23? Pourtant, l'Assemblée nationale, par exemple, a refusé tout dialogue avec le M23. Et voilà, la grande question qui fera l'objet, si pas du débat, si pas d'analyse, mais de critique au moins avec nos invités. John Kolela, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue, vous êtes député national honoraire de l'UDPS. Merci Joseph, le plaisir est partagé. Surtout, je remercie les téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre, parce que ça fait un bon bout de temps que nous ne sommes pas passés à travers votre chaîne. Nous nous en excusons, parfois les charges que nous occupons à travers la République, parfois en déplacement, c'est ce qui justifie notre absence prolongée, mais sinon nous sommes là et nous sommes très heureux que vous ayez pensé encore à nous une fois pour débattre d'une question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, parce qu'il en va de l'avenir de toute une République, de l'avenir d'environ 100 millions de citoyens et de leur progéniture. Et sinon vous allez bien? Sinon, je vais bien. C'est vrai que la situation au pays est ce qu'elle est. Nous allons bien parce qu'il faut répondre ainsi de manière générale, mais sinon nous souffrons parce que la République est malade, dans une certaine mesure, avec la guerre d'agression, comme vous venez de le dire dans votre introduction. Alors, honorable John Kolela, c'est parti. Le chef de l'État a maintes fois alerté la communauté internationale sur l'agression rwandaise. Félix Antoine Tshisekedi, qui a eu des déplacements maintes fois au Kenya, en Angola, au sujet du mouvement M23, et maintenant qu'il a procédé à un appel à la mobilisation générale. Le dernier rempart, la diplomatie a-t-elle échoué? Merci beaucoup, Joseph. J'ai suivi beaucoup de citoyens congolais qui comprennent à travers le discours du chef de l'État, il y a deux possibilités. Pour les uns, c'est qu'ils sont ignorants. Pour les autres, c'est qu'ils interprètent mal le mot français. Pour certains autres, c'est parce qu'ils ont des intérêts politiques à torpiller la véritable version qu'a donnée le chef de l'État. Est-ce que nous devrons dire que parce que le M23 est encore sur terrain, que la diplomatie a échoué? Non. Le chef de l'État n'a pas dit que la diplomatie a échoué. J'aimerais qu'une fois que je vais parler ici, tout citoyen qui aura l'opportunité de suivre cette émission puisse intégrer ça dans les caboches pour que ça reste ainsi. Le chef de l'État a dit ceci. La voie diplomatique, il était dans un sujet particulier, il parlait du M23, de l'agression rwandaise via le M23. Il a dit que la voie diplomatique a échoué. La voie diplomatique a échoué, cela ne signifie pas, qu'on a mis fin à la négociation ou bien au pourparler. Cela ne signifie pas que la diplomatie a échoué. Il ne faut pas confondre diplomatie de la République qui est sur plusieurs questions et la voie diplomatique a échoué sur une question particulière. Oui, en ce qui concerne le M23, la voie diplomatique a échoué parce que les M23 continuent à revendiquer ce que nous tous, citoyens congolais, nous ne revendiquons pas. Comme si nous sommes des citoyens congolais de différents ordres et que le M23 ont plus de droits, si réellement ils sont congolais, ont plus de droits que les autres communautés pour réclamer une protection ou bien des avantages particuliers. Nous sommes tous citoyens de la République, nous sommes protégés par les institutions de la République. Il n'y a pas
une communauté ou une autre qui est discriminée jusqu'à ce jour pour réclamer des choses de manière particulière, ou même s'il faut les réclamer, il faut aller sur la voie politique que de prendre les armes et tuer ses propres frères afin d'obtenir ce dont on a besoin. Donc, l'échec de la voie diplomatique en ce qui concerne la question du M23 ne veut pas dire l'échec de la diplomatie dans tous ses aspects. Parce que je vis sur les réseaux sociaux, ça allait dans tous les sens, que non, le chef de l'État a dit que la diplomatie a échoué, que vous dites que la diplomatie est agissante, donc ce n'est pas ça. Donc c'était une question particulière. Oui, les M23 sont là, et qu'est-ce qu'ils réclament? Ils réclament quoi? Certains disent que non, il y a eu des accords signés avec le président Tshisekedi, chose qui n'est pas vraie, parce que ce sont les enchères qui sont en train de monter. Et nous disons aux citoyens de la République que, parce que la voie diplomatique a échoué, le chef de l'État, dans sa stratégie, il fallait agir pour que les Congo, étant que république, soient en position de force. Je pense que c'est la logique qui a conduit à ce qu'on puisse bombarder certaines positions du M23, lui faire sentir notre force, la puissance de feu, de sorte qu'il puisse revoir que, au cas où on devrait parler sur certaines questions, qu'il ne fallait pas résister parce que la République garde encore une force et une puissance de feu que le M23 ne peut pas résister. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que vous donnez raison, par exemple, à la société civile ici, Dieudonné Mushagalusha a été parmi les teneurs de cette thèse selon laquelle le chef de l'État a perdu son temps dans un voyage diplomatique pour l'affaire M23 pour rien, pendant qu'il avait dit à l'époque que le seul langage que Kagame pouvait écouter, ce n'est que le coup de feu. Non, je ne crois pas. Nous devons ce n'est pas tardif aujourd'hui. Non, je dirais ceci. Mushagalusha, je le connais bien. C'est la société civile partisane qui est du côté de ce qui est aujourd'hui opposition. Nous la connaissons très bien. Il n'y a pas une discussion sur ce sujet. Oui, on peut émettre un point de vue, mais on ne peut pas condamner l'autre parce qu'il n'a pas fait selon ce que toi tu veux. Nous tous, nous sommes parents, nous sommes amis, nous sommes dans des familles et nous savons la diplomatie, comment elle fonctionne dans une certaine mesure. On ne peut pas aujourd'hui, le 24 janvier 2019, on prend le pouvoir, directement on s'engage sur le bras de fer. Partout au monde, même pour engager la guerre, on commence toujours par la voie diplomatique. Et on ne peut pas dire que parce qu'on s'est investi davantage dans la voie diplomatique, c'est qu'on est fou ou bien on est faible. Non, c'est pour donner la chance à des vies humaines. Ceux qui meurent à l'Est sont nos frères congolais. Même si on engage la guerre aujourd'hui, il y aura les dégâts collatéraux et au Rwanda, et ici chez nous, et partout. Donc nous ne pouvons pas dire que le fait que nous privilégions la voie de la paix, c'est que nous avons tort et que Mushagalusha avait raison en son temps. Non, nous avons fait ce qu'il faut faire parce que cette voie diplomatique qu'on a engagée a fait adhérer certains pays ou certaines puissances qui étaient contre nous parce qu'ils n'avaient pas compris la situation. Donc, le fait que la situation perdure sur terrain en termes de conflit ou de guerre ne signifie pas que la diplomatie n'a pas gagné un certain nombre de pourcentages. Au jour d'aujourd'hui, si les États-Unis prennent position pour condamner le Rwanda, pour demander à tous les pays qui soutiennent le M23 de ne pas le faire, c'est positif. Si les pays limitrophes, les pays voisins, certains pays comme le Kenya sont en train de venir ici pour chercher la voie de solution, c'est positif. Or, si on commençait par la guerre, immédiatement, peut-être que tous ces pays-là n'auront pas la même compréhension que la compréhension qu'ils ont aujourd'hui. Parce que dans une guerre, il faut aussi faire adhérer un bon nombre de partenaires pour la gagner. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que Félix Tshisekedi aura compris que son cri d'alarme ou d'alerte n'a pas été bien entendu par la communauté internationale? Parce que vous vous rappelez, c'est à peine qu'il est revenu de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, où il a encore parlé en des termes un peu francs, un ton clair. Est-ce qu'il a compris qu'il n'a pas été entendu, ou il a été juste considéré comme un plaintif? Non, je crois que informer, ce n'est pas se plaindre. Vous êtes journaliste, j'ai toujours suivi même certains journalistes dans des débats qui estiment que quand le président donne une information précise pour le peuple et pour la communauté internationale, c'est qu'il se plaint. Non. Le chef de l'État a l'obligation, ou le gouvernement, le régime a l'obligation de communiquer pour que tout le monde connaisse la véritable version. Communiquer ne signifie pas se plaindre. Ça, c'est de un. De deux, ce n'est pas la communauté internationale qui n'a pas compris. C'est le Rwanda qui n'a pas compris pour continuer la guerre. Il faut faire la part des choses. Au niveau des autres pays, au niveau des organisations, notre message est passé. Mais il fallait que le même message soit
accepté ainsi par le Rwanda et le M23. Mais alors, Si il y a eu même une rencontre après les assises du Conseil de sécurité des Nations Unies entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame à travers le président français. Évidemment, c'est ce que je dis, c'est les Rwandais et le M23 qui refusent, ce n'est pas qu'ils n'ont pas compris, mais qui refusent de comprendre ce qu'ils ont entendu. Mais quant aux autres pays membres de l'Union, plutôt de l'Organisation des Nations Unies, les pays limitrophes, tout le monde a déjà compris la version du président et il n'y a personne qui l'a traité de quelqu'un qui se lamente, mais nous avions au moins pris à témoin et la communauté nationale et la communauté internationale par rapport au mal et aux dégâts que ces ennemis de la République démocratique du Congo sont en train de causer. Le fait que la guerre continue aujourd'hui ne signifie pas que le Congo n'est pas entendu. Mais ça signifie que les Rwandais veulent aller jusqu'au bout de sa logique de balkaniser les pays ou d'infiltrer les pays afin de profiter de notre richesse. Voilà pourquoi le chef de l'État a appelé même à la mobilisation. C'est parce que pour faire la guerre, vous pouvez la commencer seul. Mais pour la terminer, il faut la terminer à deux. Au moins, durant ces 4 années, nous avons usé beaucoup plus la voie diplomatique, quoi qu'on était sur le plan défensif au front. Mais néanmoins, on a marché avec le deux pieds, et la diplomatie et la guerre. Mais si nous constatons que les Rwandais ne comprennent plus le langage des êtres humains, à ce moment-là, il faut lui parler dans le langage dont il doit comprendre. Donc le chef de l'État n'a jamais refusé la guerre, n'a jamais aujourd'hui refusé la diplomatie, mais il a privilégié la diplomatie que la guerre. Le fait de privilégier la diplomatie avant la guerre ne signifie pas... Ça aurait été une faiblesse au départ. Donc pour vous, la paix, c'est une faiblesse. Si la paix est une faiblesse... Non, oui, le fait d'avoir privilégié la diplomatie au départ. Je sais que partout au monde, on cherche d'abord la diplomatie. La guerre, c'est l'échec de la diplomatie. Mais pourquoi voulez-vous commencer par la guerre si la diplomatie n'a pas encore échoué? Puisque nous savons tous, même vous, dans le journalisme, vous avez quand même appris que la guerre, c'est une preuve que la diplomatie a échoué. Et de toutes les façons, on reviendra toujours à la diplomatie autour Évidemment, si la diplomatie au départ échoue, on arrive à la guerre. Et quand on termine avec la guerre, on revient à la table de négociation. Donc c'est un cercle vicieux qui n'en finit pas d'en finir, c'est normal. Et le fait que nous avons commencé par la diplomatie, vivre même un semblant de paix pendant toute cette période, ça valait toujours la peine parce qu'au moins on a épargné les vies humaines, au moins la communauté internationale et internationale est suffisamment étayée sur la question, la raison de la République démocratique du Congo. Tout cela entre dans notre bénéfice. Mais le fait qu'on dit qu'on va faire la guerre ne signifie pas totalement que la diplomatie a échoué dans sa voie. C'est-à-dire la diplomatie a échoué vis-à-vis du Rwanda, mais pas vis-à-vis de la communauté internationale. C'est-à-dire cette voie diplomatique qui a échoué, c'est en aparté entre le Congo et le Rwanda, mais cela ne signifie pas que nous n'avons pas gagné au niveau international pour passer notre message. Alors, John Kolela, député national honoraire UDPS, le chef de l'État a appelé à la mobilisation générale, des réactions positives, il y en a eu, des marches à l'intérieur du pays, dans la capitale, il y en a eu, mais il y a encore de voix qui se sont levées pour dire qu'avant d'appeler à la mobilisation générale, le chef de l'État devait appeler à l'unité nationale, avec comme préalable la libération de détenus politiques pour élaguer certaines frustrations. Le cas du FCC. Sincèrement. Le cas du FCC. Le cas du parti Chirajamar Kabound. On estime qu'avant d'appeler les mobilisations générales, il faudra d'abord nettoyer en interne. Les malfaiteurs. Après d'abord l'unité nationale. Attendez. La prison, l'arrestation n'est pas l'antivaleur. Si un citoyen contracte une dette vis-à-vis de la République, il doit la payer. Il n'y a pas que les politiciens qui sont en prison. Il y a des voleurs, il y a les gens qui ont tué les autres, il y a les gens de tout ordre. Libérons-les tous, parce qu'on a besoin de l'unité nationale, parce qu'on a besoin de l'harmonie. Ainsi, nous serons justes vis-à-vis de nos propres consciences et vis-à-vis de tout le monde. Celui qui est en prison n'a pas une affaire avec le chef de l'État. Il a une affaire contre sa République. Il a péché contre la République, c'est pourquoi il est en prison. Alors, un bon citoyen, je dis bien, nous avons une carence criante de ce que c'est un citoyen. Au Congo, nous avons le peuple. Oui, 100 millions d'habitants, tous presque, ou bien plus de 90%, ils ne sont que peuple. Mais les citoyens sont très rares, très rarissimes. Les citoyens, un citoyen patriote ne pose pas une préalable pour sauver sa République en danger. C'est en tout cas à partir de ces déclarations-là
j'ai trouvé que toutes ces personnes-là, j'aurais souhaité utiliser d'autres termes, mais je les épargne. Mais je me limite à dire que ce ne sont pas des citoyens. C'est comme toi, tu es à la maison avec tes enfants, ta femme, la maison commence à prendre feu, ta femme refuse d'aller prendre l'eau au robinet parce que tu ne lui avais pas donné 1000 francs pour acheter le pain le matin. Nous sommes dans pareille situation. C'est comme si la République est un bien privé du chef de l'État qu'il veut sauver et que maintenant vous allez les regarder parce qu'il ne vous a pas satisfait. Non. Si nous sommes citoyens, si réellement nous avons fait le cursus normal de l'école maternelle jusqu'à l'université, prétendre avoir le diplôme de professeur que vous avez vous tous là, vous qui avez fait cette déclaration-là, vous devrez savoir que la République est un bien commun. Si aujourd'hui la République tombe entre les mains des Rwandais, et vous et Tshisekedi, vous serez tous des esclaves de ces gens-là. Si la République est un bien commun, parce que vous confondez peut-être ce que c'est la République et le régime qui gouverne. Vous confondez ce que c'est la République et le président qui n'en est que le porte-parole pour vous appeler à la mobilisation. Le chef de l'État ne vous demande pas de venir le sauver. Lui n'est pas en danger, c'est la République qui est en danger. Et si vous prenez conscience que cette République est mienne, cette République n'appartient à personne, c'est pour moi, c'est la terre de nos ancêtres, personne, même pas l'Église catholique, même pas les FCC, même pas M. Kaboum, poserait pas une seule préalable. Parce que si ce n'est pas le chef de l'État qu'on va sauver, ce n'est pas le chef de l'État qui a un conflit avec le Rwanda qui a commencé son esprit hégémonique il y a des années, mais c'est la terre qui a des problèmes. Quand la République est en danger, est agressée par les adversaires, par les ennemis, chaque citoyen est par lui-même déjà un soldat de la République pour sa protection. Il n'attendra même pas l'appel à la mobilisation lui-même, de là où il est, dans ce qui les concerne, ce qu'il est en train de faire, il devrait prendre des dispositions. Si je suis journaliste, avant même que le chef de l'État appelle à la mobilisation, je dois savoir ce que je dois dire et ce que je ne dois pas dire. Je dois savoir que nos militaires sont en train de mourir de froid, de faim parfois, et de toutes les intempéries, et qu'il faut les remonter le moral. Faut-il attendre que le chef de l'État parle pour que l'on prenne conscience de la République? Vraiment, je suis dessus de la race de ces gens-là qui prennent pareille situation, et je les invite tout simplement à se repentir et à redevenir humains vis-à-vis de nos populations. Alors, John Kolela, député national honoraire UDPS, vous êtes, vous, du régime, vous défendez aujourd'hui l'appel lancé par le chef de l'État à la mobilisation générale, et pendant ce temps où nous parlons plus ou moins de semaines, le feu brûle, les affrontements se poursuivent entre les rebelles terroristes du M23 et l'armée régulière. Les autorités de l'armée des FARDC ont rassuré que la situation est sous contrôle sur l'axe Roume-Mangabo. Et pendant ce temps, le vice-premier ministre, ministre aux Affaires étrangères, a lâché une vérité que les armes commandées par la RDC ont été simplement interdites d'acheminement en RDC parce que la RDC est en sous-embargo. Sincèrement, je l'ai appris comme tout le monde à travers la presse, à travers les réseaux sociaux. Moi, j'ai toujours souhaité être honnête et sincère, non seulement vis-à-vis de la population, mais aussi de ma propre conscience. Je n'aime pas mentir. Je ne maîtrise pas cette question-là, qui est du domaine de la diplomatie ou des affaires étrangères. J'ai appris cela, mais savoir pour donner une bonne lecture, une bonne analyse, je ne crois pas. Mais néanmoins, quelle que soit la situation qu'il y a, nous sommes à mesure quand même de nous défendre avec ce qui est sur terrain, parce que il y a 1 ou 2 semaines, nous avons de bonnes nouvelles qui nous viennent de ce côté-là. Je pense que s'il y a des situations à régulariser, c'est dans ce terme que je pourrais parler, qu'on régularise ces situations-là, parce que cet argent-là, on ne doit pas les gaspiller. Nous souffrons beaucoup pour renflouer les trésors publics afin d'être mieux sécurisés. Et ceux-là qui ont fait ces achats-là, s'ils savaient que nous étions dans des conditions, je n'aimerais pas parler de l'embargo parce qu'il y en a qui disent qu'il y a un embargo, d'autres disent qu'il n'y en a pas. S'ils savent qu'il y avait des situations à régulariser en amont avant d'acheter ces armes-là, qu'ils essayent de faire ce qui est nécessaire pour que la situation soit régularisée, parce que ces armes-là, tous les jeunes mobilisés ici, ils ont besoin de ces moyens-là pour aller défendre la République en dehors de ceux-là qui ont des préalables pour leur propre vie. Et alors, vous avez suivi en son temps Guterres, le secrétaire général à l'ONU, dire que la Moscou ne pouvait pas faire face au mouvement terroriste du M23. Ce mouvement terroriste posséderait un armement sophistiqué.
Oui, c'est vrai, j'ai suivi aussi Guterres le dire, mais la guerre, ce n'est pas seulement la quantité d'armes ou la qualité d'armes qui peut gagner, c'est aussi le moral des troupes, leur motivation, la cause pour laquelle nos militaires sont en train de se battre, c'est une cause totalement juste et toute la population qui est derrière, parce que c'est la population qui est le premier informateur même de l'armée. Je crois que si nous nous faisons de bons citoyens, si nous prenons conscience de ce que nous n'avons que la République démocratique comme pays, il n'y a pas une deuxième République pour nous. Si nous prenons conscience que si l'ennemi prend la République, c'est que c'est pour nous assujettir et imposer son hégémonie. Et si nous prenons conscience que cette terre ici, nous devons la laisser en entière à nos petits-enfants, en ce moment-là, le moral de nos troupes sera au zénith. En ce moment-là, chaque ministère, en ce qui concerne leur participation au budget de la guerre, va faire correctement son travail. Et je ne crois pas que, quelle que soit la qualité des l'arme dont dispose l'ennemi, que la République, elle, ne sera pas à même de l'affronter. Il faut faire la part des choses. Si la MONUSCO, c'est la MONUSCO qui est au Congo par rapport aux armes dont elle détient. Ce n'est pas la communauté internationale qui viendra avec toutes les armes qui sont en dehors du pays. Donc la MONUSCO a estimé que par rapport à ce qu'elle possède au niveau du Congo, elle ne peut pas affronter. Mais cela ne veut pas dire que le Congo n'en a pas la capacité. Alors, John Kolela, aujourd'hui, face à cet appel à la mobilisation, est-ce que le président de la République aurait-il mis en difficulté la communauté internationale? Non, pas du tout. Face à la population congolaise? Non, je ne crois pas, parce qu'il y a la part des choses pour chacun. La communauté internationale n'est pas venue ici prendre la place de nos citoyens ou de notre gouvernement ou de nos institutions. La communauté internationale, à travers la MONUSCO, est venue pour une part bien précise, pour appuyer ce que nous sommes en train de faire. Alors c'est à nous de donner d'abord le meilleur de nous-mêmes, et l'appui des autres peut suivre après. Même si cet appui ne vient pas, ça ne nous concerne pas. Nous, nous luttons pour garder nos terres, et nous devrons accepter d'arriver jusqu'au sacrifice suprême. Parce que tout ce que nous sommes, c'est la terre qui nous a donné. C'est le Congo qui nous a donné. Et mourir pour le Congo, c'est insignifiant par rapport à ce que le Congo a déjà fait de nous tous. Donc, je crois que ce n'est pas de l'opprobre ou bien contredire la communauté internationale. Le pays est dans la liberté de se prendre en charge par rapport à la situation dont elle est, ou la République dont elle est en train de traverser. Donc, tout ce que la communauté internationale peut faire, c'est en appui à ce que nous avons pris comme initiative. Oui, la communauté internationale peut venir avec des conseils, avec des options. C'est à nous de les évaluer et de prendre ce qui est prenable et de laisser ce qu'on ne peut pas prendre. Alors aujourd'hui, au-delà de tout dialogue, est-ce que vous pouvez donner raison à Mobutu qui estime qu'il ne faut pas négocier avec le Rwanda, moins avec le M23, mais il faut négocier avec leurs parrains, les grandes puissances? Je ne crois pas. Le grand puissance, c'est ce que lui-même Mobutu les a identifiés pour dire que il a parlé des États-Unis qui soutiendraient le Rwanda pour l'exploitation des minerais, les multinationales. Ce n'est qu'une analyse de Mobutu. Mobutu était Premier ministre, le M23 était là. Parce que le M23, ce n'est pas un garçon d'hier. C'est un mouvement rebelle qui est né depuis longtemps et qui change les noms selon les temps et les circonstances. C'est depuis RCD Goma, qui après un temps est devenu CNDP, après un temps est devenu M23. Il y a tout un processus. Quand on verse les gens dans l'armée, quand on verse les gens dans le gouvernement, après un temps de pause, un autre mouvement renaît, descendre de ce qui a disparu. Donc, Mobutu était Premier ministre, il n'est pas allé négocier avec ces gens-là. Oui, peut-être qu'aujourd'hui, opposant, il a compris les choses autrement pour proposer une autre voie. Je ne peux pas dire que c'est mauvais. Mais néanmoins, quand on est en conflit, on négocie avec celui où on est en conflit. Même si le Rwanda a d'autres parrains derrière, c'est-à-dire que tout ce monde-là est concerné par ces négociations-là. C'est-à-dire qu'il faut parler, pour moi, il faut parler avec tout le monde qui est impliqué. On ne va pas parler avec un seul. Mais alors, au FCC, par exemple, on vous reproche, vous, le régime actuel, que c'est vous qui aurez ressuscité l'homme 23 de ses cendres, que depuis 2013, Kabila avait déjà enterré cette histoire, avait déjà mis en débandade le mouvement terroriste du M23. Mettre en débandade ne suffit pas à anéantir. Le M23 parlait tous ces jours avant qu'il ne revienne aujourd'hui. Et que c'est le régime fait Tshisekedi qui a ressuscité le M23. Si le régime Tshisekedi, entre guillemets, a ressuscité le M23, c'est-à-dire c'est le régime Kabila qui en a donné naissance. N'est-ce pas? C'est-à-dire que d'abord on a donné naissance, puis on a ressuscité après. C'est-à-dire quelque chose qui existait avant, qui a disparu, qui a fait un semblant de disparaître, parce que le M23, avant qu'il ne surgisse avec les armes, il y a eu des déclarations, il y a eu des revendications.
C'est-à-dire que le M23, quoi qu'il ait été fait militairement sur terrain, mais n'avait pas disparu étant que mouvement. Et on ne peut pas dire qu'on a fait renaître le M23 qui existait, dont les déclarations existent, les déclarations d'ordre politique. Ils étaient là et aujourd'hui ils revendiquent quoi? Ils revendiquent ce qu'ils revendiquaient quand ils étaient avec Kabila. Ce ne sont pas de nouvelles revendications qui sont nées aujourd'hui. Mais on dit par exemple de certains accords signés avec le régime actuel. Certains accords, c'est ce que moi je dis que les régimes Congolais, soi-disant nous sommes secrets. une race dont je ne crois pas qu'il y aura de très rares personnes qui iront au paradis parmi les Congolais, par rapport à la qualité d'homme que je vois ici. Oui, je vous assure que je suis dessus de cette race. Nous devons faire beaucoup d'efforts. Il y en aura peu qui iront au paradis. Il y aura peu qui iront au paradis. Oui, parmi les Congolais, je pense qu'il y a mais il y a beaucoup de chrétiens quand même. Il ne suffit pas d'être chrétien. Alors, je vous redonne la parole. Il ne suffit pas d'être chrétien pour aller à l'église, non. Alors, je dirais que le M23 n'a jamais disparu. On a défait le M23 en 2013, oui. Mais le M23, lorsqu'il était défait, il avait fait une déclaration par rapport à ses revendications et dire qu'il va continuer sa lutte sur le plan politique. Donc le M23 n'avait pas disparu. Je mets quiconque au défi qui me dirait que le M23 avait disparu. Aujourd'hui, le M23, même si vous dites qu'il a été défait en 2013, moi je pense que c'était suite aux négociations que le M23 avait fait ces semblants-là. Parce que vous vous rappellerez, vous étiez avec moi au Parlement en tant que journaliste, on se voyait régulièrement. Le M23 avait obtenu l'amnistie. Pourquoi s'il était défait militairement? Parce qu'on avait donné l'amnistie générale au M23. Vous imaginez un mouvement rebelle terroriste, comme vous le qualifiez depuis lors, qu'on a défait sur terrain qui n'existe pas, mais vous-même, par votre bonne foi, vous amnistiez tous ces gens-là. C'est pour vous dire que voilà l'accord dont vous parlez aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait un arrangement entre le régime passé et le M23. C'est ce qui justifie la déclaration du M23 en son temps. Je suis au regret de constater que beaucoup de gens n'en parlent pas. Tout le monde, tous les Congolais, c'est comme si nous souffrons de l'amnésie. Nous tous, nous avions oublié qu'en 2014, j'ai les images que j'avais, moi, presque à l'Assemblée nationale, j'étais presque seul, où on était à deux tout au plus, qui avait contesté qu'on octroie l'amnistie au M23 en son temps. S'il n'y avait pas d'accord à ce niveau-là, l'amnistie n'aurait pas existé. S'il n'y avait pas d'accord à ce niveau-là, le M23 n'aurait pas fait cette déclaration dans les termes dont ils ont fait cette déclaration-là pour dire qu'ils vont continuer leurs revendications par des voies politiques avec le gouvernement. Nous sommes en 2013. Vous vous êtes opposé à l'Assemblée nationale. Oui, les images existent. À ce que l'on accorde l'amnistie générale au M23. J'ai refusé, j'ai pris parole, j'étais catégorique. Même si la majorité avait voté pour cette amnistie, moi j'avais voté contre. Parce que j'avais trouvé qu'il y avait quelque chose d'arrangé. Et alors, si les M23 ressurgissent aujourd'hui, ce n'est pas notre régime qui a donné naissance au M23. Je viens de le prouver que c'est le régime Kabila. Et de deux, les M23 réclament ce qu'ils avaient convenu avec Kabila, mais que Tshisekedi ne réalise pas aujourd'hui. C'est possible qu'il les réalise aujourd'hui. Félix Tshisekedi au nom de la paix. Est-il possible aujourd'hui d'amnistier, de brasser, bref, de répondre aux revendications du M23? Il n'est pas possible que le citoyen que nous sommes, nous commençons à revendiquer des choses particulières en tant que communauté. Nous sommes autant de communautés au Congo. Donc les Balouba aussi peuvent se réunir, comme faire à Félix des chantages pour leurs droits. Nous tous, nous sommes égaux devant la loi. Ce que réclament ces gens-là, c'est ce que nous tous nous vivons. Il n'y a pas une personne qui a une faveur particulière parce qu'il a de telle communauté. Qu'est-ce que le M23 cherche que les autres citoyens n'ont pas si réellement ils sont congolais? Nous tous, nous vivons dans les mêmes conditions. Nous tous, nous souffrons du chômage. Nous tous, nous souffrons de hausse des prix. Il n'y a pas une particularité. Nous tous, on n'est pas engagés. On ne peut pas dire que Tshisekedi doit répondre positivement aux revendications particulières du M23 parce que nous vivons en tant que communauté congolaise et nous tous nous sommes traités de la même manière. Moi, je ne vois pas une revendication qui soit particulière à ces gens-là et qu'on est obligé de répondre. Alors, honorable John Kolela, député s'ils veulent être des militaires dans l'armée, qu'ils fassent la formation. Il y a des jeunes qu'on a recrutés, ils peuvent aussi entrer, ils vont faire la formation. Alors, ça veut dire que vous vous rangez du côté de ceux-là qui ont estimé, entre autres, l'Assemblée nationale qui a fait la déclaration s'opposant à tout brassage, à tout mixage de mouvements rebelles dans les rangs des FARDC. Oui, je mais suis si totalement... cela est le prix à payer. Non, le prix à payer, vous savez quoi? Il y a des choses dont il ne faut pas payer les prix. Ça existe. Joseph, vous êtes dans le désert, vous avez soif. Vous avez 1000 francs dans la poche. Vous avez soif, vous avez faim. Ou bien soit vous avez même soif, vous n'avez même pas encore faim.
disons, je devrais corriger. Vous êtes dans le désert, vous avez faim. Il y a le pomme de terre qu'on vous présente. Vous achetez ou vous n'achetez pas? Parce qu'après avoir mangé le pomme de terre, vous aurez soif. La soif aura l'ampleur plus grande que la faim. Donc il y a des moments où il faut faire des choix. Ici, c'est question de vie ou de mort. C'est-à-dire on doit affronter les problèmes pour les déraciner et en finir une fois pour toutes. Donc c'est une étape décisive pour la RDC. Très décisive parce que ce que vous demandez de donner au M23, c'est ce qui s'est passé avec les RCD Goma. C'est ce qui s'est passé avec CNDP. Avec les différentes voilà pourquoi mutations. nous devons avec les infiltrés, comme les Kunda Batware, comme les Mutebuzi, comme les Tanganda, qui plus tard vous rappellent qu'ils sont rwandais. Alors que vous les avez placés dans votre armée et dans des postes de responsabilité. Donc si nous continuons avec ça, c'est-à-dire accepter les revendications du M23, oui, ça sera une victoire, mais une victoire amère parce que vous aurez des problèmes dans votre propre armée. C'est ce que ça signifie pour moi. Parce que ces gens-là, c'est le Rwanda, comme nous le savons tous, ils ont un objectif, et cet objectif n'est pas un objectif à court terme. Ils vous infiltrent petit à petit jusqu'au point où vous n'aurez plus moyen de résister. Moi, je crois qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Les Rwandais, s'ils réclament les FDLR, ils étaient ici, ils ne les ont pas trouvés. Alors moi, je pense qu'il est temps que, à un moment donné, il faut se bagarrer. Même les coups, il faut se donner pour qu'on vous respecte à un certain moment. Et alors, aujourd'hui, vous estimez que la RDC peut poursuivre le dialogue avec les groupes armés, sans spécifier le M23? Moi, je dis que les groupes armés, oui, il y a les groupes armés qui ont des revendications, mais les M23 qualifiés de terrorisme, je ne vois pas la possibilité. Je suis d'accord avec la position de l'Assemblée nationale pour qu'il y ait quand même des limites à ne pas franchir, mais je regrette que cela soit une simple recommandation. J'aurais souhaité que ce soit une proposition de loi ou un projet de loi qu'on devrait voter pour qu'il en soit ainsi pour tout le monde. Parce qu'une recommandation, à un certain moment, on peut pas y passer. On peut ne pas. C'est juste à l'appréciation de celui qui peut suivre. Mais néanmoins, si c'était une loi érigée en termes de loi, pour le dire de manière générale, parce qu'il y a autant de gens qui font du mal aux autres, moi je pense que ça aurait été mieux, plus mieux que ça. Alors, le chef de l'État avait mis en garde, même les traîtres en interne. Oui, les traîtres en interne, il y en a parce que régulièrement, vous avez vu parfois des villes, des territoires qui sont tombés sans même résistance parce que nous savions qu'il y a des traîtres en interne. Mais ces traîtres-là, ce n'est pas pour dire qu'on peut les doiter du jour au lendemain. Moi et toi, nous ne les connaissons pas. Ça doit être le fruit d'un travail approfondi pour arriver à les dénicher, pour ne pas faire des innocents des victimes. Alors, moi, je crois que le service des renseignements est à l'œuvre. Le chef de l'État, quand il est dit, peut-être qu'il est suffisamment édifié, mais je crois que les Congolais, nous sacrifions notre pays au prix de ce qui est dérisoire. Ce n'est pas seulement les traîtres au sein de l'armée, mais les traîtres sont aussi parmi les politiciens. Regardez-les à travers leurs discours, leurs faits et gestes. Alors, vous verrez que ce sont des gens qui pensent que l'échec de la République, c'est l'échec du président. Martin Fayulu l'a dit sans embâche ni faux fouillon. Il a laissé entendre que comme hier, l'opposition que vous avez été, vous avez estimé que c'était Kabila qui était l'initiateur du M23. Fayulu a retourné la balle dans le camp de Tshisekedi. Il a dit, aujourd'hui, s'il y a affaire M23, c'est avec l'infiltration au sommet de l'État, parce qu'il y a une compétence. Fayulu n'a pas mâché le mot pour dire que l'M23, c'est une infiltration au sommet de l'État. Je ne mâcherai pas non plus le mot pour répondre à Fayulu à travers votre question qui est parfois, répondre à Fayulu, moi je trouve que c'est gaspiller de l'énergie. Fayulu doit aller se faire soigner. Depuis qu'il avait réussi les coups de caoutchouc dans sa tête, moi je reste convaincu qu'il y a les séquelles qui sont restées. Est-ce que ce n'est pas aussi parmi les hypothèses? Parce que Fayulu n'aura pas aussi craché certaines vérités. Soyons sincères et sérieux. Parce que donc pour Fayulu, parce que Kabila, comme il était président, on l'a accusé. Donc par conséquent, quiconque devient président, on l'accuse aussi. Quel intellectuel peut réfléchir comme ça? Non, mais Fayulu est allé par exemple pour dire que le régime a eu la légitimité grâce à Kagame. Et il y a eu des accords signés, il y a eu l'infiltration au sommet de l'État. Bon, Fayulu a dit ses vérités. Fayulu c'est qui? Entre moi et toi et Fayulu, Fayulu il est qui parmi nous? Ce n'est qu'un citoyen qui réfléchit comme moi et toi. Toi, tu crois? Mais qui a été quand même deuxième à la présidentielle de 2018. Ça signifie quoi? Ça signifie que... Non. Ça signifie quoi?
Alors, entre moi et toi. Alors, John Kolela... Donc ça signifie qu'il est plus que nous deux. John Est-ce que Kolela, toi tu crois dans ce que député Fayulu a IDPS. dit parce que toi tu crois que Kagame est venu installer quelqu'un ici au Congo? Tu crois? Tu crois sincèrement? Mais Fayulu doit aller se faire soigner tout simplement, CNPP ou d'autres hôpitaux à l'étranger, comme on aime aller à l'étranger. Parce que moi je reste convaincu qu'il y a les séquelles de cette balle en caoutchouc. John Kolela, député national UDPS honoraire. Le message d'appel à la mobilisation lancé, ça n'a pas tardé. Les processus de paix de Nairobi et d'Angola relancés. Le troisième round pour la communauté des États de l'Afrique de l'Est relancé. L'ancien président Ourou dans le mur congolais. L'homme serait-il venu convaincre la classe politique congolaise parce qu'il devrait avoir des consultations avec toutes les couches de la force vive et des institutions, notamment le président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et c'est pour dire que voilà, il faudra faire des concessions pour que la paix revienne une fois pour toutes dans la partie est de la RDC, que de s'engager forcément sur l'option militaire. Bon, je crois que c'est de leur droit. Tous ceux qui sont venus pour essayer de donner conseil ou de convaincre dans un sens comme dans un autre, c'est de leur droit parce qu'on ne veut pas davantage que le sang coule. Alors qu'ici au Congo, on nous condamne pour dire que parce que vous êtes allé dans la diplomatie, vous avez tort. Vous voyez que même les grandes personnalités à travers le monde, ils viennent, ils conseillent cette diplomatie-là. Oui, je crois qu'ils ont raison d'agir ainsi. Même le chef de l'État, quand ils ont bombardé les positions du M23, c'était pour que, même si il y aura ces pourparlers-là entre le chef de l'État, qu'on soit en position de force pour imposer notre position. Parce que si nous sommes en position de faiblesse, même s'il faut parler, parce que pour finir, nous avions dit que toute guerre termine par la diplomatie. Et alors le M23 aussi tient un mordicus à être autour de la table. Alors, si le M23 tient à être autour de la table, il ne sera plus encore autour de la table, comme ça fut le cas en 2013. Parce qu'il a été défait sans être autour de la table. Alors, John Kolela, député national UDPS, je rappelle qu'en face de vous, nous devions en principe recevoir Dieudonné Mouchagaloussa, qui malheureusement n'est pas venu comme convenu. Nous allons atterrir dans ce magazine. Le ballet, c'est ballet diplomatique. Le round est attendu, où tout devra se dessiner, sauf imprévu le 21 novembre prochain à Nairobi. En Angola, mêmement, est-ce dit que l'Union africaine qui a désigné Joao Lourenço comme médiateur dans cette agression rwandaise contre la RDC, la communauté des États de l'Afrique de l'Est qui ont désigné Uhuru Kenyatta comme le médiateur dans ce conflit, ont trouvé qu'il y a péril à la demeure. Il y a un danger permanent qui guette la région. Évidemment, il y a un danger qui guette la région parce qu'il y a un voisin, notre frère, je le répète encore, parce que Kagame et les Rwandais, pour moi, ils restent nos frères africains. J'ai toujours dit que nous sommes deux frères à différents degrés. Moi, je viens du Katanga, j'ai mes frères katangais. En termes du Katanga, toi, tu n'es pas mon frère. Mais tu es mon frère congolais. Comprenez? Quand je parle Katanga, tu n'es pas mon frère. Mais quand je parle Congo, tu es mon frère. Quand je parle Afrique, Kagame est mon frère africain. Donc nous sommes frères à différents degrés. Nous avons un frère sorcier. Même s'il est sorcier, il ne cesse pas d'être frère. Mais il est sorcier. C'est ça la situation de Kagame. Oui, parce qu'il y a un voisin qui s'est nourri des ambitions expansionnistes et qui veut imposer son hégémonie alors que cette guerre nous est imposée. Si Kagame persiste dans cette voie, nous serons obligés de nous battre. Si Kagame accepte qu'il a mal agi et qu'il doit redevenir humain, à ce moment-là, nous mettons fin à ce conflit à travers la diplomatie. Alors, donc nous n'avons agressé personne, nous n'avons de compte à rendre à personne. Alors, au contraire, nous subissons. Alors pourquoi aujourd'hui toujours viser Kagame? Et pourtant, Mouzi, tu l'avais dit, je reviens sur ma question, que ce n'est pas Kagame, ce n'est pas ni le Rwanda, mais c'est plutôt un complot international avec les grandes puissances, les multinationales visant l'exploitation de minerais dans la partie Est, et plus loin même, un complot de la balkanisation. Vous croyez que le problème c'est Kagame? Kagame peut partir. Bon, je dirais ceci, Mouzito a fait ses analyses, c'est un être humain, tout comme il peut avoir raison, tout comme il peut aussi se tromper. Oui, je pense que le complot est à un niveau un peu plus élevé, mais Kagame reste à ce niveau le porteur de ce complot. Apparent. Oui. Si le Rwanda n'a pas accepté, peut-être que ces multinationales chercheraient un autre pays pour agir. Vous comprenez? Donc, quoi qu'il y a des multinationales ou bien d'autres grandes puissances derrière, mais il y a cette marionnette-là qui est en train d'agir. Donc, il faut aussi tirer sur la marionnette. On ne va pas laisser la marionnette pour aller chercher seulement les autres. Il faut tirer sur tout le monde qui est dans les complots. John Kolela,
Je rappelle, député national honoraire UDPS, nous allons devoir atterrir avec vous. Que dire aux Congolais qui vous suivent de l'Est et de l'ensemble du territoire national dans les 5 minutes qui vous restent? Très chers citoyens de la République, le Congo, c'est notre mère patrie qui nous a vu naître, qui nous a donné tout ce que nous avons. La richesse, l'eau, l'éducation. Ce n'est pas le chef de l'État qui vous appelle pour aller les soutenir politiquement, non. Ici, il est question de la République qui est en danger. Et je l'ai dit, lorsque la République est en proie à l'esprit hégémonique d'un ennemi, vous n'avez pas à attendre le mot d'ordre pour vous mobiliser. Parce que chaque citoyen devient un soldat en ce moment-là. La mère patrie, si le chef de l'État a parlé, il a parlé tant que porte-parole de la République. Parce que la République à elle seule ne va pas vous appeler. Aujourd'hui comme hier, la République est en danger. Elle vous appelle pour que vous veniez la défendre afin de vivre en paix. Nous n'avons pas une dette ni de Kagame, ni de M23, ni des multinationales telles que Mouzito l'a estimé. Nous sommes chez nous, nous vivons en paix et nous devons laisser notre héritage à nos arrière-petits-enfants en entièreté tel que nos aïeux nous l'ont légué. Aujourd'hui, à cet appel à la mobilisation, personne n'aura raison de poser une revendication ou un préalable pour sauver son propre bien qui lui appartient. Parce que la République t'appartient à toi. Il n'appartient ni à Joseph Kabila seul, ni à Mouzito seul, ni à Fayoulou seul. Ces gens-là qui sont égoïstes, qui ne veulent que leur poste, tant que lui n'est pas président, tant que lui n'est pas ministre, tant qu'il ne se retrouve pas, donc la République peut brûler sans lui dire rien. Et si la République tombe, comment elle deviendra lui aussi président? Vous, comment vous aurez vos responsabilités dans la République? Donc je pense que prenons conscience de redevenir de véritables citoyens, non seulement des citoyens, mais des véritables citoyens patriotes. Des patriotes, c'est-à-dire les gens qui sont prêts à donner de leur sacrifice suprême pour le bien de l'autre. C'est dans ce sens que nous pouvons donner sens à notre vie et à notre vivre collectif. Honorable John Kolela, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie pour cette occasion et j'estime que même les adversaires politiques doivent prendre conscience de ce que la République est en danger et que nous n'avons pas de revendications à faire pour la défendre. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie, mon cher. C'est la fin de ce magazine direct Grand Débat qui a reçu ce jour les députés nationaux John Kolela, député honoraire UDPS. Il nous a fait cet honneur de parler, de critiquer, de commenter l'actualité qui reste dominée par l'agression rwandaise. Les affrontements entre les FARDC et le mouvement terroriste de M23 se poursuivent certainement, mais la situation est sous contrôle. Merci à vous tous qui nous avez fait confiance dans le monde, à chacun et à vous tous. Le prochain invité sur vous, à chacun, à vous tous. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Dans un instant, retrouvez la grande édition du journal.